Jacques De Witt, bonjour. Bonjour Fabrice Adjadj. Je suis très heureux de vous accueillir pour une série d'entretiens et pour commencer des entretiens sur Adolphe Portmann. Nous nous sommes rencontrés autour de l'œuvre d'Adolphe Portmann et cette œuvre nous est particulièrement chère, donc c'est vous en grande partie qu'il avait, je dirais, introduite, en tout cas réhabilitée aussi en France, puisqu'il y a cette magnifique réédition aux éditions La Bibliothèque de La forme animale d'Adolphe Portmann. Et j'ai remarqué la chose suivante, c'est que je vous ai connu par un livre qui s'appelle La manifestation de soi, puis j'ai ce livre sur le zoologue Adolphe Portmann, et sur les deux couvertures, il y a un paon. Ah, ça c'est vrai, oui. Alors, nous allons parler de cet oiseau, l'oiseau de Junon, cet oiseau magnifique, le paon. Mais auparavant, qui est Adolphe Portmann ? Alors, qui est Adolphe Portmann ? Effectivement, voilà, j'ai quelques notes tout de même. Moi, je dirais d'abord une petite définition préalable. Je dirais qu'il fut un grand scientifique, bien installé dans l'institution universitaire et en même temps un dissident par rapport à la doxa dominante. Je crois qu'on peut, pour une première approximation, le définir de cette façon-là. Bien installé parce qu'il y avait un manuel même qu'on appelait le Portmann à l'époque. Je vais y venir, voilà. C'est ça. Donc, professeur de zoologie à l'Institut de zoologie de Bâle, devenu même par la suite recteur de l'université de Bâle, et en effet auteur de plusieurs livres, dont Morphologie comparée des vertébrés, qui est devenu le Portmann, comme on dit, le Larousse, en tout cas à cette époque-là, donc l'ouvrage de consultation auquel tout le monde se réfère. Un ouvrage de morphologie. Donc. Morphologie déjà, comparée. C'est la forme. Morphologie comparée, mais enfin qui n'était... C'est quand même plutôt aussi la morphologie, disons, interne. Hein. Bon, je n'ai pas beaucoup travaillé ce livre-là, je dois dire franchement. Alors, la forme animale, on va y revenir. Et je voudrais dire au passage que Portmann s'est manifesté dans un tout autre champ philosophique et scientifique, qui est ce très beau courant allemand, Philosophische Anthropologie, l'anthropologie philosophique, qu'on est en train de redécouvrir en Allemagne, oui, dont les ouvrages sont petit à petit traduits en français, ce qui est une excellente chose. Helmut Plessner, Max Scheler, Gehlen et Portmann, avec un livre relativement court, fragment biologique pour une étude de l'homme, en 1944, donc s'inscrit dans ce courant et en même temps réagit, etc. Voilà, ce n'est pas notre sujet, mais enfin, ça vaut la peine d'être indiqué. Mais c'est important de voir qu'il y avait aussi toute une constellation de penseurs qui, eux, venaient non pas de la zoologie, mais plutôt de la philosophie, et qui ont fait le chemin vers la biologie. Par exemple, Helmut Plessner, l'auteur de Les degrés de l'organique et voilà, le degré de l'organique, je ne sais pas très bien, chez Plessner, il est philosophe, biologiste, sociologue, parce qu'il est devenu sociologue. Ouais. Mais c'était ce moment où on a aussi Buitendijk, absolument. qui lui aussi était à cette frontière. À cette frontière, absolument. Et on pourrait penser qu'aujourd'hui, bon, ça pourra peut-être revenir avec la prédominance de l'écologie. Enfin, de plus en plus, les philosophes s'intéressent aux vivants et aux animaux et aux plantes. Mais c'est vrai qu'il y a eu tout un courant dans l'entre-deux-guerres qui était précisément avec des philosophes qui avaient une formation ou qui s'intéressaient spécialement aux questions de biologie. C'est ça, et c'était une biologie qui s'intéressait à la vie comme vie. Parce qu'aujourd'hui, hélas, depuis la théorie de l'information, etc., on a évidemment le développement de toute une science qui se dit science du vivant, mais qui, à mon sens, ne s'intéresse plus à la vie comme vie. Qui opère une réduction cybernétique. Une réduction informatique et cybernétique, voilà. Oui. Enfin, voilà, fermons la parenthèse, hein, je reviens à Portmann. Aussi, pour définir sa personnalité, je crois qu'il était donc professeur qui enthousiasmait ses élèves. Enfin, il a laissé beaucoup de disciples que j'ai rencontrés, là, qui sont toujours
fervent admirateur du professeur qui a été Portman. Aussi un souci didactique, de nombreuses causeries à Radio Bâle, pour autant que je sache. Bon, à une époque où il n'y avait pas encore beaucoup de télévision, pas du tout. Mais alors aussi à un autre niveau, je dirais, intellectuel, les entretiens Eranos à Ascona. Bon, là, c'était tout autre chose. À Ascona, il y avait donc, sur le bord du lac Majeur, voilà. Il y avait un groupe de réflexion, c'est ça, qui se réunissait chaque année. Je crois que chaque année. Je n'ai pas beaucoup d'informations précises là-dessus. Bon, c'était aussi très fort lié aux questions religieuses, aux mythes, Michaelia, des gens comme ça. Et Portman, chaque année, a fait une grande conférence. Et les conférences de Portman à Eranos donc, font partie, disons, des textes les plus denses qu'il écrit. Voilà. Donc, ça, c'est. Voilà, il y aura encore bien d'autres choses à dire. Pour le situer. Alors, justement, c'est donc un professeur reconnu, recteur à un moment donné de l'université de Bâle, et en même temps, vous disiez, un dissident. Alors, en quoi consiste cette dissidence ? Ah ben ça, nous aurons l'occasion de le voir. C'est ça qui va nous intéresser. C'est ça qui va nous intéresser. Mais alors, peut-être encore des choses plus précises. Enfin, donc, ce livre, comme il le dit lui-même dans l'introduction, ou dans l'avant-propos, cherche à transmettre un émerveillement. Il y a au départ, chez Portman, l'émerveillement devant la richesse des formes, devant le visible comme tel. Je peux lire le passage, il dit « Peut-être jaillira-t-il ça et là de ce livre de quoi éveiller l'amour du vivant et le respect sacré devant l'inconcevable existence des formes animales. » Et après, il parle de transmettre ainsi le germe de joie silencieuse, c'est-à-dire des joies contemplatives finalement. C'est ça. Et alors, ce qui est très frappant quand on le lit, enfin c'est un mot qui revient assez souvent, la rencontre. C'est aussi un terme qui m'est très cher. Donc, au fond, nous nous rencontrons, Fabrice Adjadja. Ici, nous sommes dans une rencontre. Mais il y a la rencontre aussi, par exemple, de certains animaux qui ont émerveillé. Donc, rencontre, ça signifie qu'on n'est pas dans une relation d'un regard purement objectif sur un objet. Oui. Voilà. Donc, celui qui rencontre est lui-même partie prenante dans la rencontre. Et justement, en fait, le point de départ, on pourrait dire, de toute zoologie, ou ce qui nous donne envie de devenir zoologue, c'est précisément la rencontre des formes vivantes, des animaux. On se souvient enfin quand on a ouvert pour la première fois une encyclopédie animale, ou même quand on a croisé une vache, un chien. Il y a vraiment la découverte d'une forme qui n'est pas la forme humaine, qui est vivante, qui est comme nous et dans une altérité radicale. Et c'est cet émerveillement qui est premier. Cet émerveillement est premier. Et alors, j'ajouterai encore ceci, qui est très clair et qui, justement, perdure dans le livre lui-même que vous avez en main, c'est le rôle du dessin. Le rôle du dessin. Alors, on nous dit, j'ai appris que, presque dès son enfance ou sa jeunesse en tout cas, Portman était un dessinateur. Et donc, il dessinait, donc il se promenait, il a dû avoir une période où il n'était pas encore professeur, une période un peu où il se cherchait, et donc, le dessin, comme des carnets de dessin, je dirais, alors là, il y aurait toute une réflexion à faire sur, appelons ça une phénoménologie du dessin. Donc, le dessin est une médiation entre justement l'expérience sensible et peut-être le début d'une réflexion, ou en tout cas d'une description. Voilà. En tout cas, il y a un lien entre la main et la vue, qui donne une manière de voir, et le fait d'avoir à dessiner, de savoir dessiner les formes, c'est une manière aussi de les contempler, d'apprendre à les contempler. Voilà. Comme Proust parle, non pas simplement de voir de l'extérieur, mais de recréer de l'intérieur, quand il parle de Combray ou de son enfance.
eh bien, il y a chez Portman, à travers le dessin, justement, cette attention particulière portée sur Voilà. les apparences, sur ce qu'on peut dessiner, finalement. Et donc, en dessinant, si on s'astreint à la tâche de dessiner, enfin, moi, c'est pas vraiment mon cas, enfin, on aperçoit bien des choses qu'on n'aurait pas aperçues autrement. Hein, voilà. Donc, et il le dit, je pense. Mais alors aussi, précisément, et là, ça nous amène au livre proprement dit, ce livre, La forme animale, est un livre illustré. Hein, donc, alors, illustré, pas directement par Portman lui-même, par une dessinatrice professionnelle avec laquelle, d'ailleurs, j'étais en correspondance, que je n'ai jamais rencontrée, Sabine Bozani, à laquelle je dédie ma préface, je crois. Et donc, qui a repris, je pense, enfin là, il y aurait toute une reconstitution à faire, à partir d'esquisses de Portman, de dessins. Donc, elle a réalisé des véritables dessins qui illustrent le livre et qui permettent... Qui sont magnifiques, des dessins en noir et blanc. Qui sont magnifiques et qui permettent, dans le livre, un va-et-vient entre le texte et l'image, si vous voulez. Voilà. Alors, on va justement maintenant entrer un peu dans la matière du livre. Il y a souvent une équivoque quand on va faire des études de théologie, de zoologie, pardon, ouais, j'ai un peu sauté des étapes quand même, c'est-à-dire qu'on part de cet émerveillement devant la forme animale, puis en fait, on va aller vers l'intérieur de l'animal, les organes, la physiologie, et souvent, ce qui se passe, c'est que comme le dit Portman, on finit par prendre le corps animal pour un sac physiologique. Voilà. Le mouvement général, souvent, de l'étude de la vie, et encore plus avec le développement de la génétique, c'est d'aller de l'extérieur vers l'intérieur. Et le secret, on pourrait dire, du vivant devrait se trouver caché, donc au-delà des apparences, vers l'intérieur. Or, voilà ce qu'écrit Portman. Je voudrais qu'on parle de cette citation de l'avant-propos de la seconde édition allemande, donc oui, l'édition de 1960. Voilà ce qu'il écrit. « Ce livre est consacré à l'apparence animale et voudrait conduire à une joie ressentie à la richesse des formes. C'est pourquoi il n'y sera que peu question du merveilleux monde, qui est aussi un monde merveilleux, dit-il, caché, auquel seul le microscope nous donne accès, et il ne conduit pas non plus dans le royaume tout neuf des structures submicroscopiques. Il préfère ne pas quitter la sphère de ce qui est visible à l'œil nu, du monde de la vision naïve. » Et là, il y a une phrase admirable. Ce livre reste dans le monde de la vision naïve et veut conduire à travers l'expérience des sens aux questions du sens. Donc, de la sensibilité au sens signification. Alors, premièrement, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette notion de vision naïve. On a eu des philosophes du soupçon, des philosophes où, justement, la marque de fabrique, c'était l'absence de naïveté, le fait qu'il fallait être sceptique, examiner, enlever le voile et, d'une certaine façon, on pourrait dire, détruire les apparences avec ce principe que les apparences étaient toujours trompeuses. Voilà. Et là, voilà que Portman renverse le soupçon, toute une dynamique de la philosophie moderne, et dit non, il faut revenir au monde de la vision naïve. Alors pourquoi cette vision naïve ? Et pourquoi cette vision naïve est très sérieuse et pas si naïve que ça ? Écoutez, le terme même de vision naïve, évidemment, il ne faut pas s'en tenir là. Enfin, donc, en tout cas, revenir comme point de départ, précisément, à la contemplation du visible et non pas de l'invisible. Hein. C'est ça, donc... Le médiocosmos, parfois voilà, l'on dit, ce qui est ni le microcosmos, voilà, ni le macrocosmos, voilà, mais ce qui est à proportionner à nous. Voilà, c'est ça. Nous vivons donc dans un médiocosmos, donc au fond, ce qui caractérise l'être humain, on pourrait dire c'est une des caractéristiques de la finitude humaine, hein, c'est que nous sommes au milieu de la vie. Voilà. Et c'est de là que lui-même, en tout cas, veut partir. De là qu'il veut partir. Alors, il ne rejette pas du tout. Portman est quelqu'un de très, au fond, modéré. Enfin, il est à la fois très audacieux et en même temps modéré. Il ne se lance pas jamais dans des polémiques contre tel ou tel courant. Hein, voilà.
Et alors, c'est assez amusant parce que quand je lis cette petite phrase-là que vous avez lue, le royaume tout neuf des structures submicroscopiques, je songe à un personnage dont il était beaucoup question en France ces derniers mois, Didier Raoult, qui est aussi un grand spécialiste, paraît-il, des micro-organismes, et qui nous dit, voilà, c'est formidable, nous sommes à peine en train de découvrir enfin toute la richesse du monde invisible. Bon, voilà. Mais je pense que si Portman était là, il n'attaquerait pas Didier Raoult sur ce terrain-là, si vous voulez. Il dirait, oui, c'est très bien, c'est la science aussi. Mais enfin, moi, je privilégie donc cette sphère du visible et le monde médian, le médiocosmos, donc, et donc, non seulement c'est le monde où nous vivons d'abord comme être humain, mais en tant que biologiste moi-même, c'est au départ cette sphère-là qui m'intéresse, le visible, le sensible. Mais, alors, bien sûr, cette phrase est très importante et doit servir d'exergue à toute une réflexion sur Portman. Donc, je répète, donc, ce livre reste dans le monde de la vision naïve et veut conduire à travers l'expérience des sens aux questions du sens. Donc, c'est moi qui ai traduit ça. Durch das Erlebnis der Sinne, les sens, voilà, zu den Fragen des Sinns. Voilà. Alors, je crois que c'est très important parce qu'il y a les deux. Enfin, il y a le monde sensible, le visible, mais déjà l'amorce tout de même d'une interrogation sur le sens, sur l'intelligibilité. Ce qui, tout de même, remet en question certaines dichotomies faciles. Vous avez évoqué, évidemment, tout le discours du soupçon, mais il y a aussi tous ceux qui, peut-être par réaction et avec de bonnes raisons, nous disent, bon, ce qui est important, c'est le sensible, tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, du concept, c'est mauvais. Voilà, on pourrait citer quelques philosophes modernes qui vont dans ce sens-là. Donc Portman nous annonce en quelque sorte son programme, si on peut appeler ça ainsi, à travers l'expérience des sens aux questions du sens. Alors... Oui, mais ça, à la limite, on pourrait dire, c'est tout à fait classique. Finalement, on part des sens et on remonte vers le sens. Les premières lignes des physiques d'Aristote, c'est de commencer par justement l'expérience immédiate et de dire que ce qui est premier dans la connaissance, ce qui est donné dans le sensible, n'est pas ce qui est premier dans la signification, dans le sens ou dans l'être, et on remonte vers les principes. Or, l'originalité de Portman, me semble-t-il, c'est justement dans cette hiérarchisation qu'on fait spontanément entre l'être et le paraître, et où le paraître est comme de l'être dégradé, de l'être vaniteux, de l'être gaspillé, ou quelque chose qui serait frivole, quoi. Le paraître, on a l'impression, c'est la magnificence de l'être, c'est l'offrande de l'être, c'est en fait la manifestation, tout simplement. Oui, mais alors là, il faudra commencer à un peu préciser notre propos. Alors, il faudrait qu'on parle déjà d'abord de l'apparition de certains animaux. Alors, on a parlé du Pan, à l'évidence, cette merveille de la roue du Pan qui déploie sa roue, qui la fait vibrer, et alors on a cette danse, bien sûr, qui est liée à la parade sexuelle du Pan, cette danse où il fait vibrer ses plumes, et les ocelles ont l'air d'être immobiles sur un fond mouvant, et alors on a une figure de la splendeur, c'est pour ça que c'est l'oiseau de Junon, c'est-à-dire l'oiseau de la reine du ciel, finalement. Mais il y a d'autres formes animales. J'aimerais que vous me parliez aussi, par exemple, du mouflon. Vous avez des pages sur le mouflon. Alors. Oui. Alors là, évidemment, nous faisons un grand saut. Peut-être, oui. On va en parler d'autres encore, mais peut-être, moi, je garde, si vous voulez, tout de même cette perspective qu'il faudrait une précision quant au concept même d'apparaître et d'apparence, parce que Portman est très rigoureux de ce point de vue-là. On va y arriver, mais parlons de la première rencontre. Ce qui se donne dans les sens, c'est la splendeur d'une certaine forme animale. Donc le Pan, mais si on prend le mouflon, il y a des pages dans la forme animale sur les testicules du mouflon. Voilà, alors la question est la suivante, pourquoi, alors c'est quoi le fait que ces testicules sont apparentes ou apparaissent? Quelle est la pensée de Portman? Alors, Portman, là, ça nous amène déjà à tout un développement où Portman
dialogue, si vous voulez, argumente contre certaines théories qui ont été avancées. Ça, c'est aussi typique de ce livre. Hein. Donc, j'ai parlé de cet émerveillement, de cette transmission d'un émerveillement, mais il y a toute une démarche qu'on peut appeler critique et interrogative hein, vis-à-vis de ce qui se... Alors, il y a... Peut-être il y a déjà bien longtemps, la première fois que ce phénomène a évoqué, peut-être dans des cours de biologie, Bernazé-Dios a dit ça s'explique parce que voilà, je ne sais plus comment on dit, la spermogénèse requiert une température plus fraîche, plus froide. Les testicules sont à l'extérieur du corps et dans le scrotum parce qu'il faut une température plus basse pour la génération des spermatozoïdes. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'explication fonctionnelle classique. Bon, alors Portman, je ne sais pas si je vais parvenir à reconstituer cela. Donc j'ai ici sous les yeux le passage en question. On a essayé d'expliquer cette situation en signalant l'utilité de cette position et voilà, la température, etc. Alors là, Portman souvent argumente en montrant que les tentatives d'explication auxquelles s'y confronter, au fond, font des erreurs de raisonnement, confondent cause et effet, par exemple, dit-il. Quelle méconnaissance stupéfiante de la cause et des effets. Alors, on sait que chez les oiseaux, la semence se forme à une température supérieure à 40 degrés. C'est le cas également chez de nombreux mammifères. Et alors, arrive la phrase décisive. L'optimum à basse température chez les mammifères à testicules externes est une adaptation, une conséquence de la situation nouvelle et non pas sa cause. Voilà, ça c'est déjà typique de Portman de montrer que y a une erreur de raisonnement. Oui, cette explication, on aurait pu imaginer un mammifère dont les testicules n'étaient pas apparentes. Mais alors, justement, il insiste beaucoup sur la question de la maturation, déjà, le fait qu'il y a une différence entre la forme jeune, la jeunesse et la forme mûre, et aussi le phénomène du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire à mesure qu'il y a la maturation, il y a la distinction du mâle et de la femelle, beaucoup plus intense. Et en fait, l'idée est la suivante, si j'ai bien compris chez Portman, c'est que souvent, on pense cette croissance et cette accentuation de la différence dans les apparences des êtres sexués, des vivants sexués, comme simplement une maturation fonctionnelle en vue de la reproduction. Et lui, il dit, non, il a cette expression intensification des apparences. C'est-à-dire que ça apparaît davantage. On voit mieux que ce mouflon, c'est un mâle et que c'est la forme du mâle. Donc c'est l'intensification des apparences qui est première et non pas la fonction. On pourrait presque dire ça. C'est ça, oui. Enfin, c'est une manière d'aborder les choses. Bon, évidemment, nous avons quand même oublié de dire, et c'est peut-être le plus important, c'est que dans un type d'explication où tout est ramené à la survie, il y a une absurdité à exposer au grand air, si je puis me permettre, on y viendra, ce qui sert à la reproduction. Donc voilà, il y a une sorte d'absurdité, mais qui s'éclaire. Alors, enfin, j'anticipe évidemment sur certaines étapes du raisonnement, si on considère que se montrer pour ce qu'on est, voilà, est plus important jusqu'à un certain point que la pure et simple survie. Ça, je pense que c'est une des idées les plus importantes de Portman, enfin, qu'il faudra encore préciser, évidemment, par la suite. On y reviendra, au fond. Et alors aussi, puisqu'on a évoqué donc, ce bel animal, donc, pour lequel il y a un superbe dessin, voilà, qu'on pourrait éventuellement... Avec ses cornes. Avec ses cornes, voilà. Bon. Et donc, Portman ne se contente pas, donc ne porte pas seulement son attention sur ce qu'on appelle même, c'est pas seulement lui qui a inventé ça, le pôle anal, hein, mais il y a le pôle céphalique, enfin le pôle de la tête, voilà. Et alors il montre que, donc chez des animaux ayant atteint donc, ce degré de développement, mais ces deux pôles prennent ensemble plus d'importance. Et alors il y a évidemment les cornes du mouflon et en même temps, voilà. Et en même temps, ses testicules. Voilà. Les deux phénomènes. Voilà. Double apparition finalement du mâle. Intensification de la forme du mouflon mâle. C'est ça. Et donc caractère ornemental. Et alors, s'il m'intéresse beaucoup aussi... Alors ornemental, ça voudrait dire justement qu'on sort du fonctionnel quand on dit ornemental ici.
Dans mon sens, oui, on sort que c'est quelque simplement fonctionnel. Alors, puisque nous parlons du mouflon, je ne sais pas si c'est dans la forme animale qu'il le dit ou c'est dans un autre texte. Portman nous dit, ça je trouve extrêmement intéressant, donc Portman était aussi un artiste, quelqu'un de très cultivé. Il y a des références fréquentes à l'art. Alors, il y a précisément un artiste qui est un autre Balois, je crois que c'est Urs Graf, qui représente des lansquenets. Et alors, c'était un costume fréquent à l'époque, 16e siècle, donc, où en effet, non pas les testicules à l'air nu, évidemment, étaient mis en évidence par une sorte de braguette ornementale. Si vous voulez. On en voit à l'époque baroque, en fait, on en renaissante, voit des braguettes, ou même les gens mettaient leur argent peut-être dans ces choses, mais en fait, il y avait une sorte de culotte phallique. Voilà. Et donc, non pas un cache-sexe, mais un montre-sexe ornemental, si vous voulez. Voilà. Et en même temps, le lansquenet a aussi un chapeau à panache, etc. Et donc, au fond, on retrouve, enfin, je ne sais pas ce qui est premier et ce qui est second dans l'histoire, si c'est l'animal qui est premier et l'homme second, enfin, en tout cas, il y a un aller-retour entre les deux. Mais, donc, il y a mise en évidence ce que j'appellerais le champ ornemental ou le champ héraldique, on pourrait dire, voilà. Alors, qui transcende en quelque sorte la différence même de l'homme et de l'animal. Justement, pour conclure cette première séquence, vous avez parlé du panache, et je me souviens d'un très beau texte que vous avez écrit sur le panache de Nelson, de l'amiral Nelson. Oui. Alors, c'est pour toujours planter le décor finalement de la réflexion de Portman, mais il y a un lien entre les deux. On pourrait dire que le costume militaire devrait être par excellence le costume utilitaire, fonctionnel, ce qui d'ailleurs il a eu tendance à devenir avec les costumes camouflage, etc., les textiles high-tech qu'on emploie maintenant. Mais pendant très longtemps, vous avez parlé du lansquenet, le costume militaire possède des ornements, des brandebourgs, des épaulettes, et puis ce chapeau à panache. Je pense bien sûr au casoar des jeunes officiers de Saint-Cyr. Et on raconte justement que pendant la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas voulu retirer ce casoar, alors que ce casoar avec la plume les signalait encore mieux aux balles de l'ennemi. Alors justement, tout d'un coup, pourquoi est-ce que le militaire, justement, on pourrait penser son habit fonctionnel, il y a cette dimension ornementale. C'était ça votre question, votre réflexion sur... Alors, l'histoire de Nelson, c'est quoi, le panache de Nelson ? Vous me remettez ça à l'esprit, évidemment, c'est tout un texte que j'ai écrit, que j'ai un petit peu oublié moi-même, enfin, qui est repris dans mon livre « La manifestation de soi », mais que l'amiral, enfin, s'est exposé, donc a risqué... de mourir avec, je pense, avec toutes ses médailles, etc. Donc, au milieu de ces hommes, et que c'est ça, pour cette raison qu'il a été donc touché, et il est mort. Enfin, donc, voilà. On pourrait presque dire que ce que pense Portman, si on le transpose par exemple dans ce domaine militaire, c'est que finalement, dans la gloire militaire, quelque chose de manifestation, mais la gloire militaire, il y a quelque chose qui est plus important que la simple efficacité ou la fonctionnalité de d'écraser l'ennemi, c'est ce courage où il y a exposition de soi. On pourrait dire ça. Quelque chose comme ça. L'exposition de soi l'emporte sur la simple conservation de soi. Et donc, dès lors, au fond, c'est ça notre décor, on pourrait dire portmanien, le mystère des choses, des êtres, c'est d'abord un mystère de manifestation de soi, d'exposition de soi, plutôt que celui d'une pure et simple conservation. C'est ça. Et alors, vous avez signalé évidemment l'uniforme casoar, etc. Je pense que la Première Guerre a été, à bien des égards, une coupure. Voilà. Une coupure dans l'habit militaire, dans beaucoup de choses. Donc, les braves... Les pantalons de zouaves ont disparu. Voilà, les pantalons... les Français avaient un pantalon Garance, dit-on, rouge. Enfin, donc, ils allaient au combat. Et voilà, ils ont été fauchés. Et alors, sont apparus, je crois que c'est à ce moment-là aussi, les tenues de camouflage. Donc l'art militaire a complètement changé. Le camouflage est devenu... C'est l'introduction de cet armement militaire hyper efficace qui fait que,
finalement, le costume militaire a dû s'adapter et lui-même devenir de plus en plus fonctionnel, finalement. C'est ça, sauf lors des défilés, peut-être. Sauf lors des défilés. Voilà. Alors, mais en tout cas, donc, c'est intéressant, parce que je crois que dans la... Je ne sais pas comment il faut dire, enfin, dans la conscience européenne, appelons ça comme ça, que 14-18 a une clé de coupure, et ça a été une des phases, un des éléments du passage à une pensée de la pure fonctionnalité. Je pense qu'on peut dire ça comme ça de prime abord. Enfin, voilà. Merci Jacques pour ce premier entretien sur Adolphe Portmann. Et ben voilà, on est dans arrêtes, les temps. tu coupes. Oui, on a été dans les temps. Oui, j'ai fait exprès.